Bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes en voie de devenir illimitées. Je suis Anaïs Leduc et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Sur ce podcast, je vous emmène à la découverte de personnalités inspirantes qui ont dépassé leurs croyances afin d'atteindre leurs objectifs. Ils sont explorateurs, aventuriers, comédiens, musiciens, entrepreneurs. Tous et toutes ont opéré à des changements de perception afin de transformer leur destin. Laissons-les nous inspirer afin de dépasser nos propres peurs. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Destins Flottants. Aujourd'hui, j'interroge Habib Dembélé, comédien, humoriste, dramaturge. Il a notamment joué dans les films Bamako et Sia, le rêve du python. Ses 40 ans de carrière en ont fait une icône de la scène théâtrale malienne, mais également politique, puisqu'il s'est présenté 2 fois aux élections présidentielles au Mali en 2002 et en 2018, sous le mouvement « Le Mali nous appartient tous ». Donc je vous présente Habib Dembélé, alias Gimba. Comment ça va, Habib ? Bien, Anaïs. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, écoute, je suis très heureuse de t'avoir ici. On se connaît par l'intermédiaire donc de Tom Diakité, qui est un ami, un très grand musicien et chanteur malien. Absolument. Tom est un excellent grand frère. Alors, l'idée est d'abord donc de connaître ton histoire. Donc, je vais commencer par une question simple. Oui. Enfant, Habib, qu'est-ce que tu désirais ? Enfant, vous savez, tu sais, je suis né dans une foule, dans une famille de 300 personnes, même plus. Waouh. Très, très grande cour, et donc, où habitait mon grand-père, tous ses frères, et tous nos papas, et toutes leurs femmes, et tous leurs enfants. Et donc, dans une foule, c'est comme ça que je suis né. J'avais donc plusieurs mamans et plusieurs papas, et plusieurs frères et sœurs. Évidemment, il n'y a pas la notion de cousin, cousine n'existe pas. Une cousine est une sœur, un cousin est un frère. Et donc, c'est dans cette atmosphère-là que je suis né. Et donc, dans une foule, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des bons, il y a des pas bons, il y a des méchants. Il y a tout le monde. Et donc, je suis né dans un monde en miniature qui m'a permis de grandir au milieu de toutes sortes de personnes dans la vie. Et donc, ça a facilité en quelque sorte la vie pour moi, parce que c'est la même chose en grandeur nature que je vais rencontrer donc très souvent donc au cours de toute mon existence. Voilà. Et donc, quand on est né, au moment où je suis né, dans une famille de ce genre, où donc la colonisation est finie et on commence à se prendre nous-mêmes en charge, et il y a le contact avec d'autres civilisations, d'autres manières de voir les choses, où il faut tu vois, donc où une administration moderne s'installe, où la modernité est un tout petit peu là, il y a les radios, il y a plein de choses. Et donc du coup, l'avenir c'est quoi? C'est de pouvoir gagner peut-être un poste un jour, un poste ou dans l'administration, en tout cas un poste de responsabilité dans la gérance du pays. Et donc il fallait donc ce qui était important, c'était de pouvoir bien étudier, d'être en parfaite harmonie avec l'évolution, étudier donc pour être un jour ministrable, tu vois, et aussi être un garçon civilisé. Un garçon civilisé, c'est-à-dire que tout ce qui venait donc à cette époque-là, les manières de s'habiller étaient assez importantes. Ça signifiait que tu es moderne, la modernité. On allait à la recherche de la modernité. On voulait s'en approprier. On voulait être un homme nouveau, tu vois. Et donc et
Donc cela n'est pas sans danger parce que ça ça te ça t'amène à vouloir t'assimiler à ce qui n'est pas toi-même. Et oui. Voilà, je pense que beaucoup plus tard, je me suis aperçu que il valait mieux rester soi-même. Et c'est à partir du moment que j'ai compris cela et que je me suis profondément enraciné, que je suis allé vers les autres en étant moi-même, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé donc à être ce que je suis aujourd'hui. Super. Et oui, on va revenir justement sur ce moment de bascule que tu as eu quand tu as décidé de devenir comédien, Ouais. humoriste, dramaturge. Mais alors, je vais revenir juste sur la question de ton enfance. Comment tu décrivais la violence du pays alors quand tu étais plus jeune? La violence. Mhm. Alors, quand j'étais petit, ça dépend de quel genre de violence. Je crois qu'il n'y avait pas cette violence-là qu'on connaît aujourd'hui. On ne connaissait pas de terrorisme. On ne connaissait pas, et il y avait certes, mais nous, enfants, on était un peu loin de toutes ces violences qu'on pouvait avoir dans la vie politique. Il y avait certainement des méchancetés entre hommes, entre voisins, entre amis, ça, on pouvait le sentir par-ci, par-là, etc., etc. Mais le monde n'était pas aussi violent qu'il l'est aujourd'hui, malheureusement. Enfin, malheureusement, ce qu'il est aujourd'hui est désastreux. Mais c'était pas cette violence-là à laquelle on était confronté. Il y avait autre chose, c'est-à-dire ce qui était pour nous un peu dur, c'était la sévérité de l'éducation, c'était la fermeté des parents, c'était, bon, alors ça, on va le comprendre plus tard, on va comprendre que tout cela était fait pour faire de nous, donc, des hommes meilleurs un jour. Donc, j'ai pas, j'ai pas eu de contact direct avec cette violence, quand j'étais enfant. Quand j'étais D'accord. enfant, les choses étaient un peu dures dans le sens de, il faut que ce soit dur pour que ça marche, mais c'était pas la méchanceté gratuite, c'était pas une violence comme on peut voir aujourd'hui. Et comment tu décris cette fermeté alors dans l'éducation? Comment tu l'as ressentie? Est-ce que tu as des exemples en tête ou comment ça se concrétise? Et un jour, non mais oui, oui, on pouvait se prendre tout de suite une baffe, hein, ça c'est absolument certain. Si jamais tu t'arrivais de manquer de respect à un de tes aînés, celui qui a un jour de plus que toi est ton aîné, tu lui dois obéissance et respect. Celui qui descend de ta mère ou de ton père, même s'il n'est pas loin de toi en âge, tu lui dois obéissance et respect parce que simplement il fait partie de tes papas ou de tes mamans. Toutes ces choses-là. Alors donc, on ne badinait pas avec les choses. Le simple fait de un jour, j'étais, je suis j'ai dû voler je sais pas comment on peut, c'était 5 francs maliens à l'époque. 5 francs maliens, c'est combien on ne peut même pas le décrire en euros, c'est même pas un centime, voilà. Un franc pour aller, j'avais volé ça dans la cotonnière de ma mère. Ma mère filait du coton pour en faire des fils de coton et pour remettre à un tisserand un jour qui en fait donc une couverture, un tissu. Voilà. Et donc la banque à laquelle ma mère mettait son argent, c'était cette cotonnière-là qui était constituée d'un panier et de quelques autres choses, de quelques matériaux quelques matériels pour faire filer le coton. Alors, donc, c'est fait de sorte qu'il y a une première couche et puis là-dessous, tu peux mettre des choses, glisser des choses. Ma mère mettait les pièces là-bas. C'était sa fortune. Ça fait, et donc c'était des pièces de 5 francs, 2 francs, 3 francs, 5 francs, etc., etc. Et donc, c'était sa banque. Voilà.
Et donc là-dedans, moi j'ai pris un jour, puisque tous les jours, moi je suis né dans une famille absolument pauvre, mais pleine de dignité, d'enseignement et d'humanité. Donc je suis absolument fier. J'ai jamais été choqué un jour de comprendre que nous étions d'une famille pauvre. Il y avait tellement de choses à donner humainement que c'était tellement, tu te sentais riche, tu ne mettais pas quelqu'un au-dessus de toi sur le plan richesse, même si la personne était matériellement beaucoup plus riche que toi. Ça ne voulait rien dire pour moi à cette époque. Donc je vole 1 franc dans la cotonnière de ma mère. Je vais avec les copains qui ont l'habitude d'acheter des cacahuètes, des petites choses pendant les moments de détente. Et je voulais aussi, moi aussi, faire ça parce que, voilà, j'en avais envie, j'enviais un peu les autres sur ce plan-là. Et ma mère s'en est rendue compte. Évidemment, il y avait beaucoup de pièces. Pour moi, elle pouvait pas savoir quand tu prends une petite pièce parmi une bonne vingtaine ou une bonne trentaine. Pour moi, enfant, elle pouvait pas se rendre compte. Mais pour elle, tu vois, c'est un franc, ça compte beaucoup dans son, dès qu'il y a 1 franc qui manque, elle le sait parce que c'est un gros trou. Et donc, elle l'a su. Elle en informe le plus jeune de nos papas, c'est-à-dire le dernier garçon de notre grand-mère paternelle. Et celui-là provoque une grande réunion où tous ses papas, toutes ses mamans, toutes ses tantes, tout le monde se réunit autour de toi, enfant. J'avais quel âge, je ne me souviens plus, une dizaine d'années peut-être. On me met au milieu de tous ces gens-là, peut-être pas 10 ans, hein. Et, euh, et donc, et lui, il prend la parole, c'est lui qui, le plus jeune des papas, qui est censé être le surveillant de tous les enfants. Il prend la parole et il dit à celui qui est plus âgé que lui, directement, Bagar Sirigi, Aïwa. Donc, Habib, je vous ai convoqué aujourd'hui parce que Habib a volé 1 franc dans la cotonnière de Mariam. Et Bagar Sirigi qui dit à, à son grand frère aussi, Bakroba, Aïwa. Donc, Adra vient de me dire qu'il nous a convoqués aujourd'hui parce que Abibou a volé 1 franc dans la cotonnière de Mariam. Et Bakrova qui dit à Tati, Aïwa, Tati, euh, euh, Bakrova vient de me dire que Bagar Siriki lui a dit, que Adara lui a dit que Habib a pris 1 franc dans 300, ça fait tout le monde, Ah alors, oui. 300 personnes ont été informées de cette façon. Et le dernier est obligé de citer le nom de tout le monde. Alors, un tel a dit à un tel a dit à un tel a un tel qui m'a dit finalement que, bon, Mais après, tu perds la tête avec tous ces noms. c'est une forme de violence, mais une violence bienfaitrice, je crois. Parce que, après avoir fait tous ces tours, et donc, il y a des anecdotes qui sortent d'un peu partout. Par exemple, enfin, nous avons vu dans notre existence que telle personne a volé telle chose, etc., etc. Dans notre lignée, il n'y a jamais eu de vol. Il y a toutes ces choses-là qui viennent, qu'on te dit. À partir de ce jour-là, je n'ai jamais eu envie de prendre la chose qui ne m'appartient pas. Ah bah ça, c'est sûr, hein. Je pense que ça te calme, quoi. Voilà. Donc, il y avait ces choses-là qui étaient un peu dures. Et donc, après la rigueur au travail, etc., etc., toutes ces choses-là étaient ainsi considérées comme des choses un peu dures. Mais aujourd'hui, je sais que c'est tout cela qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. D'accord. Donc pour toi, tu penses que la dureté est quand même essentielle pour faire des hommes meilleurs, ou est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir d'autres façons? Mais écoute, c'est peut-être possible, mais à cette époque-là et dans ce milieu-là, c'était la seule façon pour que l'être humain, pour que les enfants que nous étions puissent prendre conscience de ce que c'est que le monde. Hmm. Et donc, dans un endroit aussi pauvre,
mais aussi digne. Et donc, dans un autre milieu beaucoup plus aisé, ça peut se passer autrement, évidemment. Mais dans ce milieu-là, je crois que le seul moyen qu'ils avaient à leur disposition, c'était vraiment la fermeté, la dureté. Et donc, ne jamais flancher, quel que soit l'amour que tu as pour ton enfant, parce qu'on aime quand même son enfant du même degré d'amour un peu partout à travers le monde. Et donc, quel que soit l'amour que tu portes pour ton enfant, on dit que quand tu veux soigner quelqu'un, tu lui fais une piqûre. En faisant la piqûre, tu lui fais mal. Mais après la piqûre, ce qui est piqué, ce qui est injecté dans la personne ne peut lui faire que du bien. Voilà, c'est mieux, oui. Voilà. C'est ce passage toujours un peu difficile où on comprend pas forcément certaines choses, Exactement. où on a du mal à dépasser, et puis finalement après ah voilà, ça va mieux, quoi. C'est Voilà. comme Exact. une grosse randonnée bien difficile, on souffre, on n'en peut plus, on gravit la montagne, et puis quand on arrive au top de la montagne, ah, c'est magnifique. D'accord, je comprends. Et est-ce que quand même tu as senti que ta famille voulait que tu te diriges vers une voie en particulier, ou vous étiez plutôt libre? Comment ça se passait? Non, le seul souci de ma famille, c'était de faire en sorte que nous soyons des enfants vertueux, que nous soyons des enfants respectueux, que nous ne soyons ni des voleurs, ni des vagabonds, que nous soyons des hommes bien intérieurement et extérieurement, que nous ayons les bonnes manières, ne dépasser quelqu'un sans lui dire bonjour n'était pas bien, ne pas pouvoir travailler, faire le travail qu'on te confie et donc n'est pas une bonne chose. Ne pas reconnaître ses frères, ses sœurs, etc. Ne pas, le don de soi, le sacrifice de soi, apporter quelque chose à l'autre. Alors ça, c'était des choses c'était les seules préoccupations de la famille, c'était de faire de nous des gens bien et des gens qui ont une certaine ouverture d'esprit, la capacité de compréhension, essayer de booster cela pour qu'un jour on ne soit pas, on ne grandit pas bête. Et puis après, donc, on dit toujours, puisqu'on était d'une famille très très croyante et très pratiquante, et puis le destin fera de toi ce que Dieu veut que tu sois. Vous étiez chrétien, c'est ça? On était plutôt musulmans. Un musulman, Oui. d'accord. Habib, c'est un des rares prénoms qui appartient à la fois et aux chrétiens et aux musulmans. D'accord, ah, c'est pour ça, ok. Exactement. Et est-ce que tu as entamé ces études ou non? T'as commencé, comment ça s'est Non, passé en fait? il y a qu'après 9 ans de scolarité au Mali, on te demande on te- on t'oriente dans un autre établissement selon ton choix. Et donc, moi, j'avais souhaité continuer au lycée qui peut t'amener après à l'université, etc., etc. Voilà. La voie d'être, c'est le chemin, la voie d'être un cadre supérieur. Mais malheureusement, enfin, je sais d'où ça vient parce que je faisais très très bien le dessin. Et donc, et alors, comme je faisais bien le dessin, il y avait cette école-là et qui s'appelle encore l'Institut national des arts. J'y ai été orienté euh, par en tout cas pas contre ma volonté. Contre ma volonté, c'est pas D'accord. là où je voulais aller. Et, et là, 5 sections étaient sur la table et art dramatique, animation socio-culturelle, musique, métier d'art et métier d'art et quoi d'autre encore d'ailleurs, j'ai oublié. Enfin bref, il y avait 5 sections qui étaient là et il fallait choisir entre les 5 sections. Le hasard a fait que donc je n'ai pas été orienté vers le dessin. J'ai été plutôt orienté par art dramatique dont je ne connaissais même pas la signification.
Et donc, pendant tout ce temps, puisque je venais de mon village natal pour venir me retrouver à Bamako, parce que c'est à Bamako qu'il y avait les écoles supérieures après. Il y avait donc C'était où ton village natal d'ailleurs? Je t'ai pas 100. posé la question. Je suis né à 100, mais cet examen dont je parle, je l'ai passé à Ségou. Et, euh, et finalement, j'ai été orienté dans la section art dramatique. Et j'ai tout fait, comme je suis loin de chez moi et que dans la grande ville, les choses fonctionnent autrement. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, ils vont t'aider à obtenir ce que tu veux. C'est déjà donc un autre terrain où la corruption, le clientélisme, etc., etc., ces mauvaises vertus, ces mauvais comportements-là commençaient donc à, à, à exister. Et donc, j'ai essayé de changer d'établissement en vain. J'ai pas pu le petit garçon que j'étais, enfin pas aussi petit que ça maintenant. Et j'ai pas réussi. Je ne connaissais personne. Personne ne pouvait donc m'aider. Né d'une famille pauvre dans un village très loin de Bamako, c'était assez compliqué. Et D'accord. pendant que je cherchais à changer d'établissement, mon père est sorti de nulle part. Il venait pas souvent à Bamako, mon père. Et il est venu me dire, voilà, on vient de me dire que je vais à la retraite. Et quand mon père m'a dit ça, j'ai tout de suite compris que la charge de la famille me revenait Ah et ouais. qu'il fallait que je devienne quelqu'un. Et à partir de là, puisque je n'arrivais pas à changer d'établissement, il y avait personne pour m'aider. J'ai dit, bon, eh bien, je ne vais plus chercher à changer d'établissement. À changer d'établissement, je vais donc essayer de devenir quelqu'un avec ce théâtre-là. D'accord. Waouh. J'ai tenu parole. Tu as tenu parole puisque tu es comédien aujourd'hui. Incroyable. Et c'est comme si l'univers, la vie te disait non, non, c'est là. Ouais, 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 Cherche pas ailleurs. exactement. Oui. Là, j'étais un garçon tellement timide pour tout ça, je ne pouvais même pas regarder les gens dans leurs yeux. C'est comme ça qu'on a été élevé à la maison. Euh, C'est ah oui, oui, intéressant oui, ça. oui, Donc tu étais oui, timide en fait et il absolument. fallait Ouh là 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 là. surpasser cette Ah ouais, timidité. ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Waouh. Et donc c'est sûr, faire des arts dramatiques alors qu'on est Ouais. timide. Alors comment ça s'est passé justement? Comment t'as fait pour aller au-delà de cette timidité quand t'as commencé ces études d'art dramatique? Ben, déjà, j'étais très bien entouré. Les gens qui étaient à l'époque dans la section art dramatique de l'Institut national des arts de Bamako en même temps que moi. Nous étions comme une famille. Nous avions prolongé nos différentes familles à l'école. Nous étions comme là, l'atmosphère s'est donc détendue. Il y a une atmosphère très amicale et très fraternelle qui s'est installée. Et donc, on se sentait comme en famille. Donc, il y avait aucune gêne. On était, on aimait. Quand on a commencé, donc quand nous avons commencé à comprendre ce que c'est que le théâtre, la fonction du théâtre, ce que le théâtre pouvait apporter à l'humanité, etc., etc., et ça cultivait davantage en nous l'humanisme, euh, 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 la, travailler sur l'être humain afin qu'il soit meilleur pour lui-même, pour l'humanité tout entière. Et donc, à partir de ce moment-là, petit à petit, j'ai commencé à être gagné par le fait de travailler sur l'humain, l'être humain. Parce que, Mmh. euh, comme dit l'autre, le théâtre, c'est de la poésie qui sort du livre pour se faire humain. Et moi, je dis tout le temps que l'humanité ne sert à absolument rien si ses valeurs ne servent pas l'homme. Voilà le moteur de ma vie, tout ce qui a, les choses qui ont contribué à me faire avancer et à me donner une direction de ma vie. Finalement, ces études-là, elles sont vraiment dans la lignée des valeurs, familiales qui t'ont été transmises puisque Absolument, tu t'es absolument, retrouvé justement dans ce désir d'être valeureux et de montrer qu'il y a un avenir possible aussi au absolument, Mali absolument. et des valeurs très fortes dans un pays qui avait beaucoup de problèmes politiques à cette époque-là. Exactement. Et finalement, c'est par le théâtre. Alors même si tu étais plutôt réticent au début,
Mhm. Par le théâtre, tu as découvert que tu pouvais finalement accomplir cette mission. Alors, Absolument, c'est absolument, super beau. absolument, absolument. Et est-ce que tu te souviens de ta première présentation, ta première entrée en scène? Ah, oui, c'était d'abord le test pour être admis en art dramatique. Ah oui. C'était le monologue de Rodrigue dans le Cid. Ah oui, je connais bien. Donc, Je connais absolument. bien. Oh, un C'est ce sacré qu'on m'avait, morceau. c'est ce qu'on m'avait donné à faire. Et donc, c'est avec ce texte-là, donc, que j'ai été noté et retenu en art dramatique. Et donc, la première représentation publique qu'on va faire va être au stade Modibo Keïta, dans la salle du stade Modibo Keïta de Bamako. Nous étions en deuxième année de l'Institut national des arts, section art dramatique. Alors, il y a eu une critique. La pièce, c'était La terre et le pain, un recueil de poèmes de Gauss Diawara, paix à son âme, un de nos professeurs, un homme d'une culture excessivement dense, et donc qui aujourd'hui est décédé. Donc, et il y a eu une violence dans la critique. Ces élèves auraient mieux fait de retourner en première année alors qu'on était en deuxième année. C'était un spectacle nul comme ceci, comme cela. Enfin, disons, il y a eu Ouh. tellement ça, la critique était pas bonne. Il y avait une seule presse à l'époque qui était donc Ah le, oui, c'est pas voilà, très objectif. voilà, qui était donc le journal d'État. C'est à l'époque où nous vivions dans le monopartisme, donc dans, dans un régime dictatorial. Voilà. Mais bon, cela ne nous a pas découragés. Nous avons quand même essayé de redoubler d'efforts, d'essayer de faire en sorte que le prochain article qui sera écrit sur nous quand on jouera, que ce soit que contredise ce premier que nous avions eu. Et c'était, c'était euh, une des rares critiques donc à être aussi mauvaise, je crois, de toute ma carrière. Ouais, ça devait être difficile hein, d'entrée de jeu comme ça. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais c'était Ouais. bien comme ça. C'était bien comme ça Ça parce que, t'apprend. voilà, ça t'apprend. Comme le dit Nelson Mandela, hein, chaque fois que j'échoue, euh, l'échec n'est pas grave, mais il faut pouvoir se relever. Oui, et puis c'est un apprentissage. Quand je perds, j'ai rien perdu parce que j'apprends. Voilà. Exactement. En fait, c'est nous, les êtres humains, qui accordons une notion négative à l'échec. Oui, Moi, je dis toujours, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite, il y a que des expériences qui sont agréables ou désagréables. absolument. Et quand c'est désagréable, forcément, tu tends à en avoir une plus agréable, donc forcément, tu changes des choses, tu fais bouger des choses. Absolument. Absolument. Parce que la notion d'échec, elle est très dure, tu sais, comme si t'étais un raté, quoi. Voilà, exactement. Tout à fait. Exactement. Alors que pas du tout. C'est justement Exactement. comme ça qu'on évolue. Ouais, Exactement. Exactement. super. Et comment c'est venu après la France, en fait? Comment t'as commencé à jouer en France? Comment ça s'est passé? Eh bien, évidemment, avec le groupe dramatique national, parce que quand j'ai fini d'étudier, finalement, il y avait un concours d'entrée à la fonction publique au Ah, Mali à l'époque, et donc nous avions la fonction publique était l'endroit le plus sécurisé pour le travail, parce qu'on n'était pas habitué au privé, on ne sait pas, on n'a pas été formé à être des gestionnaires de notre, de, de notre, de, de de notre gestion. vie. Voilà. Ouais. Et donc, c'était la fonction publique qui était l'endroit où tout le monde allait se cacher parce que tu travailles, que tu ne travailles pas, que tu travailles bien ou pas, eh bien, tu avais un salaire à la fin du mois. Le salaire Eh à la oui. fin du mois était très important pour tout le monde. C'était ça parce que à l'époque, voilà, on n'était pas très habitué au privé dans notre pays.
Et donc, après donc les études, je suis allé à l'institut, disons au groupe. J'ai été pris quand j'ai fait ce concours-là. Nous étions 5 à gagner ce concours-là pour entrer à la fonction publique dans notre promotion. Moi, je faisais partie des 5. Et donc, j'ai été orienté par le ministère de la Culture au groupe dramatique national du Mali, qui était comme, enfin, à une petite échelle, hein, l'équivalent de la Comédie Française, qui était une troupe étatique. D'accord. Donc cette troupe-là a fait un voyage en France, évidemment, où je faisais partie. J'ai un peu grandi aussi avec toute cette lutte antirraciale en Afrique du Sud et la lutte des Américains noirs antiraciale aux États-Unis, etc., etc. Ce que nous savions du théâtre, etc., etc., que c'était que moi-même j'étais complètement branché sur la lutte pour l'humain maintenant. Et donc avec tous ces textes-là, tous ces engagements des gens comme William Dubois, comme Nelson Mandela, comme Malcolm X, comme et toutes ces personnes-là. Et donc ça s'émet en moi la graine de la révolution. Alors, donc, on a commencé à avoir, j'ai commencé parallèlement à ce qu'on faisait au groupe dramatique national, d'avoir une position tranchée contre le gouvernement de l'époque. Et cela nous a opposés aux responsables de l'époque, notamment les responsables du ministère de la Culture, et donc l'affaire est montée jusqu'au niveau de la présidence. On a décrié des choses, et puis et nous avons été un peu blâmés par l'administration. Enfin, j'ai été blâmé. Et puis, avec 3 de nos copains, Ousmane Sow, un des plus grands metteurs en scène du Mali, le plus grand d'ailleurs de théâtre, Michel Sangaré, un des plus grands comédiens qui aujourd'hui est décédé, nous avons décidé de quitter la fonction publique. D'accord. Nous avons décidé de c'était vraiment une espèce de saut dans l'inconnu parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait devenir. Est-ce qu'on peut vivre de théâtre dans un pays comme le Mali? On ne savait pas. C'est pas possible. Mais la force de pouvoir lutter contre l'injustice ne nous a pas donné le choix. Est-ce que l'injustice à ce moment-là, c'était de la corruption? Parce que tu dis Oui, que oui, oui. ouais, il y a de la corruption. Toutes ces choses-là, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus développé, beaucoup plus sophistiqué, justement, la corruption et les choses. Mais c'était déjà là, donc il fallait donc, enfin, on a élevé la voix contre un certain nombre de pratiques et cela nous a donné dos à dos avec le département de la culture de l'époque et euh, de l'État lui-même. Et donc, finalement, on a créé notre... Alors, c'est pourquoi quand on est parti de la fonction publique, on a donc créé notre propre compagnie. On a commencé donc à travailler petit à petit. Et donc, je vais, moi, commencer à écrire des textes qui vont être appréciés par les gens et qui vont commencer à voyager, et moi avec. Donc, de festival en festival, j'ai continué à écrire des textes et à les mettre en scène. Et petit à petit, et donc à cela, évidemment, il y avait donc mon ami Cheikh Omar Sissoko, qui est un des plus grands réalisateurs africains, a commencé à m'intéresser au cinéma, à me faire jouer dans des films, à me prendre d'ailleurs des fois comme un de ses nombreux assistants. Et jusqu'à ce que quand j'ai commencé à écrire mes textes, je venais jouer donc finalement en Occident en Occident et je repartais. Je venais jouer, je repartais. Je n'ai jamais dit un jour que j'allais être un immigré. Je n'ai jamais souhaité faire ça. Et donc je venais jouer et je repartais. Je venais faire mes spectacles, je partais. D'accord. Donc avec Cheikh Omar, qui avait engagé sur un de ses films euh, qui s'appelait La Genèse.
Sur le tournage de la Genèse, il y avait comme acteurs des gens comme Bala Moussa Keïta, un des plus grands comédiens africains qui est décédé, Sotigi Kouyaté, le chanteur Salif Keïta, voilà. Et Tom a beaucoup travaillé avec Sotigi. Donc, paix à l'âme de Sotigi, que je considère, Bala Moussa Sotigi, je les considérais comme mes papas, tu vois. Comme en Afrique, un enfant a plusieurs pères et plusieurs mères. Et ses pères et ses mères, ses centres, ses géniteurs propres. Donc, et, avec Sotigi, on s'est dit, il faut qu'on crée, sur le plateau du tournage de la Genèse de Cheikh Omar Sissoko, on s'est dit, on va créer une troupe qui va, une troupe qui va former des comédiens maliens, qui va leur permettre de jouer dans un spectacle de qualité, faisant en sorte qu'ils puissent s'expatrier, disons, sortir du Mali, aller à l'extérieur, jouer et revenir, jouer, pouvoir vivre de cela dignement en matière de cachet, sans être obligé de s'expatrier. Et nous avons créé donc avec Jean-Louis Sago-Divorou, qui était le scénariste donc de la Genèse, Sotigi Kouyaté et moi-même, nous allons créer ce qu'on appelle le Mandinka Théâtre. Et la première pièce que nous avons jouée, j'en étais co-auteur de l'adaptation avec Jean-Louis Sago-Divorou et nous avons engagé des comédiens maliens sur ce spectacle-là. On a commencé on a atteint en quelque sorte notre objectif. Les gens sont venus jouer, 20 000 entrées à Paris. Tu vois, c'est quand même pas une petite chose. Et donc, grâce à Sotigi, nous avons joué donc au théâtre des Bouffes du Nord, cette Antigone-là. Et donc, c'est à partir de là que mes chemins ont rencontré les chemins de Peter Brook, qui m'a fait signer un contrat un jour, un contrat qui a été renouvelé. Petit à petit, on s'est trouvé dans le, comment on appelle ça, dans le cercle de l'immigration, sans jamais chercher à être immigré. Oui, en fait, c'est Peter Brook, petit à petit, qui pour pouvoir avoir un contrat stable. Donc, tu étais souvent en France, en fait, sans être vraiment immigré. D'accord. Exactement, tout à fait. Et alors, ce théâtre que tu as créé avec Sotigi Kouyaté, c'est un autre type de théâtre? C'est un nouveau type de théâtre? Qu'est-ce que c'est exactement? Non, disons que on va dire que l'envergure de la structure était différente, parce que c'était c'était un peu plus grand. Quand c'est Sotigi, quand même, c'est grand. Et oui. Voilà. Et c'était beaucoup plus facile à être exporté. Et donc, il y avait, on a eu beaucoup de subventions qui nous permettent de faire un spectacle de qualité avec une belle mise en scène, avec vraiment des costumes qu'il faut, avec la scénographie qu'il faut, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très bien pour pouvoir, voilà. Donc c'était, ne serait-ce que l'envergure du projet, le fait que le projet a pu bénéficier de beaucoup de subventions, et nous a permis donc de faire un spectacle de qualité un peu plus supérieure à ce qu'on faisait d'habitude. Voilà. D'accord, super. Et là, est-ce que tu te retrouvais dans tes valeurs, chose que tu avais perdue en étant fonctionnaire au Mali? Finalement, j'imagine que ça a été difficile à ce moment-là de voir que il y avait un pouvoir public corrompu, alors que toi-même tu avais des valeurs très fortes d'humanisme. Mm-hmm. Est-ce que là, avec donc ce projet émergent avec Sotigi Kouyaté et ensuite Peter Brook, là tu retrouvais tes valeurs? Comment tu t'es senti? Non, bon, je crois que c'est des valeurs que je n'ai jamais souhaité perdre et j'ai tout fait pour ne jamais les perdre. Et donc, plus on est bien ancré dans le métier, plus on est bien porté par la vision des autres et plus donc cette sensation, cette force-là m'habitait et était de plus en plus forte. Et là, ta timidité, elle était
Ah oui, évaporé. bon, eh ben, je l'ai encore. La timidité est une chose que tu peux avoir, mais ça ne part jamais. Ça ne part jamais, c'est toujours quelque part là. Ça dépend de avec qui tu es en contact. Tout à fait, oui. Si Voilà, les personnes te mettent à l'aise ou pas, oui. voilà, exactement, exactement. Je me bats toujours pour ça parce que, voilà, je me remets, je ne sais jamais si ce que je fais est bien, sauf si les autres disent que c'est bien et je me fie souvent à ce que les autres disent. Ah, d'accord. Et comment je suppose que tu en as conscience de ça. Est-ce que tu arrives à le surpasser? Comment tu le dépasses, en fait? C'est difficile à dire et à décrire. Quand je monte sur la scène, je crois que c'est la même chose pour tous les comédiens. On cesse forcément d'être soi-même. Eh oui. Je suis habité par autre chose. Je suis dans une espèce de, de, de rayon magnétique. Je sais pas si magnétique est le mot qu'il faut. C'est plutôt profondément humain. C'est comme si le magnétisme se mélangeait au spiritualisme, quelque chose comme ça. En tout cas, je suis dans une atmosphère un peu différente, porté par quelque chose que je n'ai jamais su décrire, parce que je n'ai pas une connaissance doctorale assez, assez conséquente pour pouvoir décrire ce que je sens. C'est quelque chose de plus fort que toi, en fait, Voilà, qui te voilà, pousse on à le va dire, surpasser. on Et va dire. en fait, si tant que t'essayes pas, tu peux pas vivre quelque chose de plus fort que toi qui te dépasse. C'est clair, c'est clair. Tant que tu te lances pas sur la Voilà. scène. Voilà, exactement. Après, on ne sait jamais. Évidemment, j'ai eu la chance, de par mon expérience, de faire beaucoup d'encadrement, beaucoup de workshops, Ah, beaucoup de intéressant. gens moins importants, enfin moins importants, moins expérimentés. Beaucoup de gens moins expérimentés donc viennent à moi très souvent pour prendre des conseils et autres. Mais il y a des choses que je peux pas expliquer. Là où je me sens bien dans les situations de workshop, c'est de mettre les gens au travail et de voir et ce que et de leur de sentir ce qu'ils dégagent et de leur envoyer ce que moi-même je je ressens. Et est-ce que tu as peur parfois? Et comment tu Tout le dépasses temps, cette peur tout le tout temps. le J'ai temps? jamais cessé d'avoir peur. Depuis le premier jour où je suis monté sur la scène jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cessé d'avoir peur. Ça, je n'ai pas de remède pour ça, malheureusement. C'est une faiblesse. Je ne sais pas si c'est une faiblesse que je pourrais surmonter un jour. Ou c'est juste, c'est vrai que la peur, il y a la peur paralysante où t'arrives même pas à parler et bon, là, ça cache quelque chose en toi, bien sûr. Ouais. Mais tu as la bonne peur qui te permet d'aller comprendre les choses. S'il y a de la Peut-être, peur, souvent, c'est qu'il y a des peut-être, questions. peut-être, Mm. peut-être, peut-être. On va dire ça comme ça. Ouais. C'est une peur qui me Super. permet quand même de dire. Ah, voilà, qui te permet de quand même d'avancer et justement qui te permet d'être prudent, peut-être. Voilà, exactement. Super. Et alors, question un peu plus philosophique, écoutes-tu ton intuition ou fais-tu plutôt confiance à ton mental? Et est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations où tu t'es dit que ton mental te desservait? Ok, là, tout ce que je pense, ça m'aide pas du tout. Je Mhm, vais arrêter de penser tout ça mhm. et je vais me faire confiance. Est-ce que tu as déjà vécu ce type de situation où tu devais suivre ton intuition et pas ta raison? Des fois, les deux s'entremêlent et euh, on fonctionne avec les deux. Franchement, moi, je pense. L'intuition doit être encadrée par, par, par le cerveau, si on peut. L'idéal, c'est un peu ça. Et donc, mais naturellement, l'instinct a, a forcément un impact sur moi et m'habite beaucoup plus que autre chose. Et quand je suis à court d'inspiration dans ce cadre-là, je peux me mettre à réfléchir. Ce n'est pas interdit. D'accord, super.
Super. Et alors justement, j'aimerais aborder le sujet donc de ton passage politique, en politique, Oui, notamment quand tu oui, t'es présenté aux élections présidentielles en 2018. oui. Euh, Là, peut-être que c'était difficile en tant que comédien de te présenter. Est-ce que oui, c'était difficile et si oui, pourquoi? Non, non, ça parce que c'était pas ma première fois d'abord. Ah oui, il y a eu 2002, c'est ça? Voilà, il y a eu 2002. Et d'ailleurs, 2018, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de notre candidature parce que nous n'avons pas pu obtenir toutes les signatures. Parce que finalement, les signatures, il manquait que 5. C'était bon, mais c'était les 5 du nord du Mali où il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes. Mais c'était des signatures qu'on vendait à beaucoup de millions. D'accord. Et donc, je ne suis pas, je suis pas un candidat, un candidat riche. Et je n'aime pas le principe de vendre les signatures. C'est une signature, ça se donne, Bien sûr. ça ne se vend pas. Ça Ça n'a parce que s'achète ça pas, n'a oui. même pas de prix. Et donc, au Mali, donc, le pouvoir en place sûrement à l'époque a fait en sorte que toutes les signatures du Nord soient bloquées et enfin, leur fonctionnement, en tout cas, contribuer à cela, à faire en sorte que les signatures ne soient pas accessibles à beaucoup de gens. Donc, euh, on a juste fait campagne comme il se devait. Et quant à la dernière minute, on a vu qu'on n'avait pas les signatures jusqu'à la date limite finalement. Eh bien, on n'avait pas d'autre choix que de renoncer. Mais nous avons soutenu le candidat qui était venu en deuxième tour, et parce que, voilà, pour, contre le pouvoir en place. D'accord. Voilà. Mais la première fois, en 2002, ouais, je crois que c'était quoi ta question par rapport Ben, est-ce que c'était en tant que comédien de se présenter? Je suppose ouais, que il fallait changer aussi la ouais, conception des c'était, gens qu'ils avaient de ouais, toi. c'était difficile. Ouais, Ouais. la première fois, c'était exactement, c'était assez, c'était assez difficile. Les gens ont tout fait, d'abord, les gens pensaient, oh, il blague. Ah, Oh, voilà. c'est une Ouais. blague. Oh, non, mais il n'est pas au sérieux, il n'est pas au sérieux. Les gens disaient ça, mais au fur et à mesure qu'on faisait campagne et que notre discours, les gens ont trouvé que c'était plutôt cohérent. Les gens ont commencé petit à petit à se dire, eh ben, dis-donc, si on ne fait pas attention, on va se faire avoir. Et donc, c'était difficile de le faire consommer par les électeurs, par le peuple, parce que comédien et président, ça n'allait pas ensemble, ça ne pouvait pas aller ensemble, il y avait un truc. Mais il a fallu, cette première fois-là, que l'on prouve que le simple fait d'être citoyen malien te donnait le droit, si tu n'es pas condamné, d'être candidat à l'élection du président de la République de ton pays. Et, euh, et, euh, et non seulement ça te donne le droit, et puis donc et, bon, nous avons été obligés dans tous les cas de faire travailler dans cette campagne-là la première fois pour prouver aux gens que nous avions la capacité, que j'avais la capacité de tenir un face-à-face avec un homme politique et, 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 et de me, de me, de me, de me, de me, de, de, de prouver que je peux même aller, donc, je peux être un peu plus, je peux être plus fort que lui sur le plan politique, que je connais le pays plus que lui, que je connais les problèmes du pays plus que lui, que je connais tout ce qui pourrit notre pays, et que je connais aussi les solutions plus que des hommes qui sont des hommes politiques de carrière. Mhm. Oui, donc là, Donc nous c'était avons fait changé. ce travail-là, puis après, c'était accepté par les gens, et puis après, au fur et à mesure qu'on avançait dans la campagne, tous les messages qu'on véhiculait, les différents meetings qu'on tenait et tout, on prouvait aux gens que vraiment c'était pas simplement de la rigolade,
que c'était quelque chose de très sérieux. Ça, c'était quelque chose de gagné. Super. Oui, donc là, l'humoriste se changeait en politicien. Vous avez Ouais, deux facettes alors. exactement, exactement. Et donc, Super. j'ai été mordu par le virus de la politique comme ça, et je pense que c'est le genre de choses, voilà, qu'on attrape et qu'il ne nous lâche plus jamais. Et est-ce que tu as envie de renouveler l'expérience Ça alors? peut venir, ça peut venir. Pas la prochaine fois peut-être, pas la prochaine fois qui est normalement prévue pour février 2018. D'abord, j'ai beaucoup d'engagement sur le plan professionnel. Ça me donne pas le temps donc de partir et de faire. Je vais pas vivre de la politique. Je vais faire de la politique comme un bénévole et pouvoir vivre du travail artistique. D'accord. Voilà. Et alors, quels sont les prochains défis? Parce que là, en plus, on sort de la pandémie, donc il y a un rythme qui doit reprendre sur la scène théâtrale. Je vais jouer dans une pièce de Daniel Pénac qui s'appelle Mon frère au théâtre du Rond-Point, mise en scène par Clara Boer. Et ça, ça va être courant 2022 là, je crois que c'est en avril. Et déjà en novembre, nous avons fait une création à Lille qui s'appelle Dissection d'une chute de neige, mise en scène par Christophe Roch, que nous allons commencer à jouer au théâtre de Nanterre, et les tournées vont se préciser donc au courant 2022 ou au-delà peut-être. Et donc j'espère que j'ai eu la chance de jouer dans le dernier OSS. OSS 117? Oui, oui, tout à fait. Et donc pour cela j'ai été contacté par une personne pour disons après avoir vu ce que j'avais fait là-dedans. Bon, j'espère qu'on va pouvoir concrétiser. Tu avais quel rôle? J'avais le rôle d'un président dictateur, justement. Ah! Ça ne va pas très bien ça. Justement, c'est une manière de dénoncer. Et justement, en parlant des films, Oui, parce que je suppose que de jouer pour un film, c'est quand même très différent que de jouer sur une scène théâtrale. oui. Euh, Tu t'es senti freiné à un moment durant ces films, durant le tournage, ou est-ce que c'était une expérience qui a fait beaucoup sens pour toi? Bah, écoute, c'est le théâtre, le cinéma, c'est vraiment c'est comme un arbre et c'est comme les branches d'un même arbre, tu vois. Et les mêmes difficultés qu'on peut avoir en faisant du théâtre, on peut les avoir en faisant du cinéma. Sauf que voilà, le cinéma, on a la chance de pouvoir reprendre plusieurs fois quand on se trompe, et que au théâtre, on est face à un public, on n'a pas le droit de se tromper. Donc ça, c'est le besoin du théâtre. Donc chaque métier a ses difficultés, mais chaque métier a ses exigences. Si tu intègres ces exigences-là, peut-être qu'un jour ils peuvent t'aider donc à surmonter les différentes difficultés. Et rien n'est acquis dans la vie. Je suis permanemment donc à, à, à l'école. Je suis permanemment euh, en train de travailler. Je suis jamais absolument sûr de moi-même. Et donc, ça fait que j'ai jamais essayé de travailler jamais essayé de travailler. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des risques que tu souhaites prendre? Des risques que je souhaite prendre dans ma vie. Oui. Bon, eh bien, si on ne prend pas de risques, je crois on on ne gagne pas. Et donc, évidemment que ça fait partie de ma manière de voir les choses aussi. Il faut prendre des risques pour un jour. Peut-être perdre beaucoup, mais gagner un jour. Et alors, question finale de ce podcast. Penses-tu que nous sommes illimités? L'être humain, je crois qu'il n'y a pas d'illimité dans la vie. Mais
On peut laisser des traces illimitées. Oh, intéressant. C'est-à-dire? Mais écoute, si tu t'inscris dans de bonnes actions, si tu, l'exemple le plus truc, c'est vraiment de planter un arbre, quoi. Quand tu plantes un arbre, l'arbre peut avoir plus longue vie que toi. Un jour, quand tu mourras, l'arbre sera toujours là. L'arbre donnera son ombre, l'arbre donnera ses fruits, l'arbre donnera ses racines, ses décoctions pour soigner des choses. Et donc, c'est une trace que tu auras laissée, qui aura servi à l'humanité. Cette trace peut, peut se substituer à toi, mais il ne sera pas toi, de toute façon. C'est une transmission, en fait, Voilà. au-delà de ce qu'on Absolument. est, nous. Absolument. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Habib, pour cette interview. J'ai adoré. Et on se retrouve donc prochainement pour le prochain épisode dans 2 semaines. Merci à ceux qui nous écoutent et bonne journée. Retrouvez les Destins Flottants sur Instagram et Facebook. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Quelque chose qui me tient à cœur également, n'hésitez pas à me partager les croyances limitantes que vous pensez avoir. Nous pouvons en discuter. Merci infiniment. À bientôt.